Trois frères reçurent un énorme héritage de la part de leurs défunts parents et en profitèrent pour acheter des anciennes maisons en location. Ces trois maisons, d'aspect tout à fait identique, se situaient dans la même rue. Elles étaient à la queue leu et elles étaient exactement dans le même état. Les anciens propriétaires n'y portaient pas spécialement attention et les avaient laissées se délabrer avec le temps. Une aubaine pour les trois frères qui en profitèrent pour faire de très bons achats et pour vraiment pas cher. Seulement ils étaient très différents l'un l'autre. Le premier, et le plus jeune, acheta la maison et ne fit que mettre la décoration à son goût. C'était un grand fêtard. Sa vie entière était constituée de petites fêtes qui se suivaient les unes les autres. Il travaillait peu et en profitait pour faire la fête quasiment tous les soirs. Une liste d'amis gigantesque avec qui s'amuser, plusieurs alcools pour pas trop cher et quelques autres produits peu illégaux étaient pour lui la vision parfaite de la vie. Le second frère, lui, était un gamer. Il était même un pro-gamer. Il investissait une grande partie de son héritage dans un ordinateur qu'il fit fabriquer lui-même, avec plusieurs parties qui coûtaient aussi cher les unes que les autres, et des écrans dernier cri niveau de la qualité des images. Il n'avait plus beaucoup d'argent à mettre pour rénover la maison. Il fit cependant changer les portes, car il y avait quelque chose qu'il ne supportait pas. C'était d'être dérangé par les autres au moment de ses parties. Il se dit qu'une nouvelle porte pourrait certes lui apporter de la sécurité, mais surtout que ses frères n'entreraient pas à n'importe quel moment et le dérangeraient en pleine game. Le troisième frère, et le plus vieux, était un écrivain amateur. Il espérait très bientôt pouvoir devenir professionnel. Mais pour ce faire, il devait travailler dans le plus grand des calmes possible. Son matériel de travail étant très peu coûteux, il en profita donc pour investir une grande partie de son héritage dans la rénovation de sa maison. Il fit donc changer les portes, mais également les fenêtres. Il profita même d'une promotion spéciale sur l'isolation, afin de créer une nouvelle isolation sonore pour lui permettre de travailler dans la plus grande des tranquillités. Les trois frères vivèrent comme ça l'un à côté de l'autre pendant plusieurs mois de suite. Chacun des trois était très heureux dans ses passe-temps habituels. Mais bien sûr, ils se donnaient rendez-vous entre eux très régulièrement. Certes, ils n'avaient pas les mêmes goûts niveau des loisirs, mais ils restaient quand même frères après tout. Et ça, ils savaient que jamais rien au monde ne pourrait leur enlever. Un soir, le plus jeune des trois frères reçut une visite qu'il n'attendait absolument pas. Un homme ouvrit la porte de sa maison dans un énorme fracas. Il semblait soit bourré ou soit bien défoncé. L'homme hurla partout dans la maison. Il exigea du plus jeune frère qu'il lui rende l'argent qu'il lui avait prêté il y a peu de temps de cela. L'homme avait un ton très menaçant et armé d'un couteau. Il n'en avait rien à faire d'imaginer que les voisins pouvaient éventuellement entendre. Il était là avec son couteau, à menacer le plus jeune des trois frères. Le plus jeune fit semblant d'aller chercher l'argent dans une autre pièce de sa maison. Il en profita pour s'enfuir par la fenêtre, afin d'aller rejoindre son frère. Celui-ci était en pleine game, et il prit un moment pour se décider à ouvrir la porte. La porte ouverte, le plus jeune ne lui donna même pas d'explication, et rentra aussitôt dans la maison. Il reprit rapidement son souffle, et expliqua rapidement la situation à son frère qui ne cessa de lui demander ce qu'il se passait comme cela. Le deuxième frère était bien sûr furieux. Il lui avait répété à de nombreuses reprises qu'il ne fréquentait pas les bonnes personnes et qu'il devait faire beaucoup plus attention comme cela. Mais les engueulades prirent violemment fin quand ils entendirent l'assaillant frapper à la porte, exigeant de le laisser entrer. Bien sûr, dans un premier temps, le deuxième frère fit mine de ne rien savoir, mais l'assaillant n'arrêta pas d'hurler. Il savait bien que son petit frère était là, qu'il l'avait vu entrer depuis la fenêtre. Les deux hommes cherchèrent une solution, car ils savaient bien qu'il arriverait à rentrer tôt ou tard. Heureusement pour eux, cette maison avait comme petite différence par rapport aux autres d'avoir une deuxième porte de sortie.
Ils décidèrent donc de rejoindre leur frère aîné, qui aurait certainement une meilleure solution qu'eux. Mais au moment même où ils ouvrirent la porte de derrière, ils entendirent l'une des fenêtres éclater en des millions d'éclats de verre. Ils profitèrent donc que l'assaillant prendrait plusieurs minutes à fouiller la maison, afin de rejoindre rapidement leur frère aîné. Les deux frères arrivèrent devant la porte de la troisième maison, en hurlant à leur frère de leur ouvrir. Celui-ci était plongé dans son travail, mais il ne se posa pas plus de questions quand il entendit la voix de ses deux frères, qui semblaient avoir vraiment besoin d'aide. Il était l'aîné de la famille, et il avait dû à plusieurs reprises les sortir de maintes situations extrêmement dangereuses. Une fois entrés chez leur frère aîné, les deux autres expliquèrent rapidement la situation et lui demandèrent s'il avait une idée pour se débarrasser de l'assaillant. Le frère aîné réfléchit quelques instants et il ne voyait qu'une seule chose à faire. Seulement, il n'avait pas spécialement envie de mêler ses deux frères à cela. Il leur demanda donc d'aller dans la chambre d'amis et d'y attendre plusieurs minutes. Les deux frères ne posèrent pas de questions. Ils lui faisaient aveuglément confiance. Ils entrèrent dans la chambre et attendirent comme ça dans le noir pendant plusieurs longues minutes. Ils entendirent plusieurs bruits, comme une porte qui s'ouvrit violemment, une petite bagarre, ou du moins c'est ce qu'ils crurent entendre, et un objet de grosse taille tombait lourdement sur le sol. Ils espérèrent que l'assaillant ne sorte pas vainqueur de la petite bagarre. Ils sortirent donc de la chambre discrètement et regardèrent ce qu'il se passe. Après tout, ce ne sont peut-être pas les hommes les plus courageux du monde, mais il était hors de question que leur grand frère se mette en danger à cause de leurs problèmes. Ils découvrirent leur frère dans la cuisine, qui était avec le corps de l'assaillant sur la table, entièrement nu. Il leur hurla dessus qu'ils n'avaient pas le droit de sortir de la chambre tant qu'il n'était pas venu les chercher. Mais ébahi devant cette scène, il ne put lui demander qu'est-ce qui s'était passé comme cela. Il l'avait attendu dans une pièce dans le noir, et il l'avait frappé de toutes ses forces avec une batte de baseball derrière la tête. Il a continué à le frapper comme ça pendant plusieurs longues minutes, jusqu'à ce qu'il entende un petit crack au niveau du cou de l'assaillant. Les deux frères étaient surpris et choqués. Ils comprirent rapidement qu'il venait de le tuer. Peut-être allaient-ils devenir les assistants d'un meurtre, mais il était impossible pour eux de dénoncer leur frère. Ils lui demandèrent donc qu'est-ce qu'il comptait faire comme ça avec le corps. Le plus vieux laissa échapper un petit rire nerveux. Il leur demanda « Savez-vous sur quoi je travaillais comme livre en ce moment ?» Bien sûr, ils ne connaissaient pas la réponse. Ils n'avaient jamais lu un seul livre de leur frère. Ils travaillent depuis plusieurs mois maintenant sur un roman policier qui était très violent sur plusieurs détails. Il avait étudié comme ça plusieurs pistes de comment faire pour se débarrasser d'un corps sans que personne ne le retrouve jamais. L'abandonner dans les bois? Non. Un jogger ou un animal sauvage finit toujours par tomber dessus, comme un coup de malchance. Le jeter dans une rivière? Non plus. Il finira par remonter et quelqu'un le découvrira plus loin. Il avait inventé son propre système afin de se débarrasser d'un corps. Seulement, il n'avait jamais vu personne l'utiliser et il ne savait pas si cette technique était bien la meilleure technique qu'on pouvait utiliser. C'était donc pour lui le moment rêvé afin de tester cette technique et de pouvoir voir si son livre sera devenu un best-seller. Le but du jeu pour lui était d'enlever tout ce qui était peau, graisse, viande et organes, afin de ne laisser que le squelette. Il avait l'intention d'utiliser toutes les parties comestibles, si on peut les appeler comme ça bien sûr, afin de faire une très grande quantité de saucisses qu'il aurait rangées dans son congélateur. Et pour le squelette, il avait l'intention de s'en débarrasser dans une ferme non loin d'ici. Un élevage de cochons était parfait pour se débarrasser de cela. Bien sûr, il aurait pu ne pas découper la viande sur le corps et le jeter intégralement au cochon. Seulement transporter un corps entier était toujours quelque chose d'extrêmement risqué. Même tard dans la nuit, un voisin aurait pu les surprendre en train de transporter quelque chose de grand dans une voiture et aurait fait un futur témoin oculaire. Démembrés comme cela, tous les os rentraient facilement dans un gros sac poubelle qu'ils pouvaient très discrètement vider dans la cour des cochons. Ces deux jeunes frères décidèrent donc de l'aider
et ils finirent tard dans la nuit à préparer leur réserve de viande géante. Oh, bien sûr, la police passèrent une ou deux fois afin de poser des questions aux frères, afin de leur demander s'ils n'avaient pas vu quelqu'un qui était porté disparu depuis peu de temps. Mais ils n'avaient qu'à nier tout simplement ce qu'il se passait. Le seul qui eut le droit à une rapide petite perquisition était le plus jeune des trois frères, mais bien sûr, il n'y avait strictement rien chez lui. Mais le plus vieux des trois frères n'eut pas de perquisition chez lui, juste quelques questions posées devant sa maison, rien de bien méchant. Mais juste avant que les policiers ne partent, il leur posa lui aussi une question. Il leur dit « Excusez-moi messieurs, mais j'organise un barbecue géant samedi prochain. Si vous êtes disponibles, est-ce que cela vous intéresserait de venir ?» Les deux hommes acceptèrent avec joie l'invitation. Et le troisième frère termina par « Vous pouvez emmener tous les collègues que vous voulez si vous voulez. J'ai suffisamment de saucisses dans mon congélateur pour nourrir toute votre brigade, et bien plus encore. » L'appât du gain est des fois ce qui nous rapproche le plus de la mort, et ce qui nous conduit le plus rapidement à notre perte. Un jeune braconnier en fut malheureusement les frais. Ce jeune homme, pour arrondir ses fins de mois, décidèrent de braconner dans les forêts du nord de l'Amérique. Au fur et à mesure des années et de l'expérience que son grand-père lui avait apprise, il était devenu un bon chasseur, enfin un bon braconnier. Car à ses yeux, ce détail est très important. Il avait reçu une petite mission rapide de la part de l'un de ses voisins très fortunés. Il devait lui rapporter la peau d'un ours. Grizzly, ours noir, qu'importe, du moment que la peau n'était pas trop abîmée et qu'elle reste le plus agréable que possible à regarder. Le jeune braconnier avait repéré une grotte non loin de chez lui. Cela faisait plusieurs mois maintenant qu'il l'observait de loin. Bien sûr, il pensait pouvoir y trouver un ours. Mais il n'en était pas totalement sûr. Il n'avait jamais trop osé y entrer. Mais maintenant, il avait une bonne raison de le faire. Quand il entra dans la grotte, il s'aperçut rapidement qu'elle était beaucoup plus profonde qu'il ne pensait. Elle devait s'étendre comme ça sur au moins 200 mètres dans la montagne. Il y entra prudemment, fusil dans la main droite, lampe torche dans la main gauche, éclairant le moindre détail, le moindre coin et le moindre petit bruit qui venait de cette grotte. Il entendit un bruit lourd, comme une respiration ou un pas. Quelque chose de volumineux en tout cas. Il redoubla de prudence et avança encore plus lentement afin d'être sûr de ne manquer aucun détail. Mais quand il arriva à mi-chemin de la grotte, il tomba sur ce qu'il semblait être le propriétaire des lieux, un énorme grizzly, allongé là, sur le sol. L'animal ne réagissait pas du tout. Le jeune avança dans sa direction, fusil à la main, prêt à tirer au moindre fait et geste. Il pensa rapidement que l'animal venait de mourir de vieillesse et que pour lui c'était la chance de sa vie de se faire de l'argent très facilement. Mais, vu la carrure de cette bête, impossible pour lui de le dépecer dehors. Il entreprit donc de le dépecer à l'intérieur de la grotte, afin de ne récupérer que la peau et de laisser le reste sur place. Il travailla comme cela pendant plusieurs longues minutes. Quand il finit de dépecer le dos, il commença à rouler lentement l'animal sur lui-même afin de l'ouvrir au niveau du ventre. Et c'est là qu'il remarqua un détail. L'animal avait d'énormes plaies au niveau du ventre, ce qui avait probablement causé sa mort. Mais qu'est-ce que c'était comme blessure? Il resta bloqué là un long moment, à y réfléchir,
trop parfaite pour être des impacts de balles, et pas assez pour être des coups de couteau. Il est donc mort tué par un autre animal. Mais qu'est-ce qui aurait pu s'en prendre à un animal de cette taille? C'est là qu'il entendit de nouveau ce bruit rauque, et cette fois-ci, qui venait directement de derrière son dos. Encore une magnifique partie virelle de ce jeu que j'apprécie tellement. Je dois dire que parmi tous les fans qui ont leur propre façon de fêter les 4 ans de ce jeu, je dois être certainement le plus original et le plus admiratif sur cette magnifique œuvre qui m'a tant et tant inspiré. Bien sûr, je veux parler de ce super jeu d'horreur, Dead by Daylight. Mais je m'égare, car tel que je vous parle, je suis sûr que vous devez simplement me prendre pour un gamer ou un youtubeur quelconque qui s'amuse à faire des parties sur ce jeu. Oh oui, j'en ai passé des heures sur ce jeu. Inlassablement, j'ai essayé chaque survivant, chaque tueur que nous pouvions utiliser. Mais il y avait quelque chose qui m'embêtait quand même sur ce magnifique jeu. Il y a un personnage qu'on ne peut pas incarner, la fameuse entité, celle qui gère tout le système du jeu, celle qui fait que les victimes se retrouvent avec les bourreaux et y passent des mauvais moments avec eux. J'ai longtemps réfléchi à la solution de comment incarner ce personnage, mais bien sûr, sans rajouter le moindre mode ou DLC qui aurait pu le massacrer. Cela aurait été des plus dommages. C'est durant l'une de mes longues balades quotidiennes dans les bois que j'y ai découvert un magnifique terrain plat, quelques arbres par-ci par-là, mais surtout un ancien terrain d'entraînement militaire. Quelques vieilles cabanes en ruine y traînaient encore, et un petit parcours de survivants était là. De nombreux obstacles et une grande clôture tout le long du terrain. Je n'ai pas hésité très longtemps avant de comprendre que ce terrain était là spécialement pour moi. Il m'a quand même fallu plusieurs mois avant de mettre ce terrain utilisable de la même façon que dans le jeu. Les générateurs et les pièges n'étaient pas spécialement faciles à installer. Mais quand on veut quelque chose, on finit toujours par l'obtenir, n'est-ce pas? C'est donc après plusieurs longs mois de travail que j'ai pu commencer ma première partie. Et bien sûr, je serai cette fois-ci l'entité qui sera là pour les regarder se faire massacrer. Vous devez sûrement penser que kidnapper 4 personnes comme cela ne doit pas être facile. Oh, mais détrompez-vous. À 2 heures du matin, un simple petit piéton qui se trouve là, faisant sa promenade nocturne. Il n'y a personne autour de lui pour l'entendre hurler quand quelqu'un l'embarque de force dans son camion. Il n'y a aucun témoin quand ils se débattent de trop et qu'ils reçoivent un violent coup sur la tête. Et bien sûr, il n'y a aucun témoin pour les entendre hurler à l'aide. J'ai commencé dans un premier temps à inventer mes propres personnages. Pas que j'avais peur des droits d'auteur, bien sûr, mais cela a été beaucoup plus amusant de pouvoir y ajouter sa petite touche perso. Le plus difficile, je vous l'avoue, a été de trouver un bourreau, comme j'aime bien l'appeler pour mon premier personnage, plus convaincant et surtout motivé à attaquer les jeunes et les accrocher sur ces fameux pics. J'ai réussi à trouver la perle rare, un pur abruti, très simple d'esprit, mais une véritable armoire à glace. Pour une bonne centaine de kilos de muscles, le bourreau idéal. Pour le convaincre à rejoindre le jeu, cela a été très facile. Je lui ai simplement fait croire
que j'avais menacé quelqu'un de très important pour lui. Ce sombre abruti n'avait même pas remarqué que je ne connaissais absolument personne de sa famille et que cela était complètement bidon. Une simple ânerie que j'ai pu lui dire comme cela. Mais il a toujours réussi à remplir son rôle sans aucune difficulté. Visiblement, il devait avoir beaucoup plus envie de faire cela qu'il ne le pensait lui-même. Aucune des victimes n'a survécu durant la première partie. De toute façon, très peu de victimes survivent aux parties. Mais je parle et je parle. Peut-être que vous ne connaissez pas ce jeu. Après tout, on ne connaît pas tout. Le but de ce jeu est très simple. Vous êtes enfermé dans ce fameux parcours et vous devez en sortir en réparant des générateurs. J'en ai pour ma part mis 5 dans mon terrain. Réparez-les dans la plus grande des discrétions et la grande porte s'ouvrira. Ainsi, la liberté sera à vous. Et c'est là que mon bourreau entre en jeu. Car voyez-vous, lui de son côté, il est là pour vous couper en deux, vous arracher la tête, vous plier en deux dans un sens inhumain, vous arracher la mâchoire inférieure et vous laisser là pour mort. Et j'en passe de toutes les merveilles qu'il a pu faire. Vous comprenez maintenant ce qui est rigolo dans cette histoire? C'est que oui, les générateurs sont à votre salut, mais ils sont vieux et très bruyants. Et croyez-moi que le moindre bruit pourrait bien être la cause de votre mort. Le plus souvent, le bourreau se contentera de vous accrocher à un pic qui se refermera sur vous et vous transpercera comme un vulgaire gruyère. Car oui, la douleur que vous ressentez quand vous êtes accroché sur les pics sera sûrement la pire chose que vous n'aurez jamais ressentie de toute votre vie. Mais il est quand même possible, de la part des autres joueurs, de venir vous décrocher afin de vous sauver la vie et peut-être finir la réparation des générateurs. Mais ne vous en faites pas, je ne suis pas si vache que ça, car vous vous dites sûrement que tout le monde n'est pas un mécanicien et qu'il est fort peu probable que n'importe qui arrive à réparer un générateur comme ça. Mais j'ai laissé quand même une petite instruction dans la poche arrière des pantalons des joueurs pendant qu'ils dormaient paisiblement. Et puis ils s'apercevront rapidement que la réparation est très très simple. Tout le monde doit essayer de sortir. Et promis, ce jeu n'est pas truqué. 2 personnes ont déjà réussi à sortir. Ils auraient pu être 3 s'ils se seraient donné la peine de décrocher l'un de leurs amis qui était là, juste devant la sortie, à les regarder partir et à se sentir abandonnés. Oui, dans le jeu, décrocher un ami rapportera des points qui vous permettront de monter en niveau. Mais ce que mon jeu m'a appris sur la nature humaine, c'est que si une personne n'a aucune raison de sauver quelqu'un d'autre d'une mort certaine, croyez-moi qu'il ne le fera pas. Comme je vous l'ai dit plus tôt, j'ai déjà organisé ma 40e partie. J'ai déjà perdu un bourreau qui est tombé dans son propre piège. Quel idiot il était. J'en ai rapidement trouvé un autre. Et j'espère que celui-là ne me décevra pas. Mais j'espère que ces joueurs-là aussi ne me décevront pas. Car croyez-moi que le travail d'équipe dans ce jeu n'existe absolument pas. Car je n'ai jamais, au grand jamais, vu un seul joueur décrocher un autre de ses pics afin de lui sauver la vie. Est-ce que comme moi, vous aussi, vous adorez vous faire des sorties aux zoo? Voir tous ces animaux dans leur semi-milieu naturel, enfin du moins, le plus fidèlement reproduit que possible, y vivre et y grandir avec tous leurs autres congénères. On n'imagine pas une seule seconde qu'un drame pourrait y arriver. Mais cela arriva bien dans un grand parc d'attractions qui disposait de son mini-zoo personnel. Bien sûr, il n'est pas aussi diversifié que celui de Paris
ou même de Berlin. Mais vous pourrez y apercevoir quand même quelques beaux spécimens. C'est ce que se dit l'un des employés du parc. Il voulait profiter de l'absence de son collègue qui gérait la partie zoo afin d'emprunter quelques petits spécimens qu'il pourrait revendre très facilement. Il entra donc dans la partie zoo du parc dans les alentours de 2 heures du matin. À cette heure-ci, même les animaux dorment. Un gigantesque silence régnait dans le parc. Cela lui donnait un côté creepy, morbide, effrayant. Mais bon, il n'était pas là pour s'attarder sur ce genre de détails. Il choisissa rapidement l'animal qu'il voulait embarquer avec lui. Car malheureusement pour lui, il ne pouvait pas prendre un spécimen de chaque. Il choisissa donc de prendre un petit babouin. Beaucoup de gens dans les grandes villes rêvent d'avoir un petit singe chez eux. Et il se doute bien qu'il n'aura aucun mal à le revendre rapidement. Il entra donc très rapidement dans l'enclos des babouins et y ramassa le plus rapidement que possible un petit bébé qui dormait bien tranquillement dans son nid. Il avait presque réussi son coup, entrer dans la cage, prendre le bébé et repartir discrètement. Il oublia malheureusement un petit détail. Ces petits animaux ont horreur d'être réveillés et de se retrouver dans les bras de quelqu'un d'autre. L'animal hurla de terreur, ce qui réveilla tous ses autres congénères. Congénères qui s'empressa directement de faire comprendre au jeune homme qu'il n'était pas le bienvenu et qu'il devait rendre immédiatement l'enfant. Mais il n'en fit rien. Il continua son chemin et était bien déterminé à repartir avec l'animal en main. Voyant que leur menace n'avait servi à rien, 3 singes commencèrent à lui sauter sur les jambes et à le mordre au niveau des mollets. Le voleur hurla de toutes ses forces. Il commençait déjà à regretter d'avoir essayé de voler un animal qui possédait d'aussi grandes dents. La douleur le fit tomber sur le sol et il lâcha instantanément l'enfant. La douleur laissa rapidement place à la colère et il attrapa à 2 mains l'un des babouins qui lui avait sauté sur la jambe. Il serra le cou de l'animal de toutes ses forces et celui-ci rendit très rapidement l'âme. Il lança le corps du singe à l'autre bout de la cage et s'apprêta à en attraper un autre. Mais le geste de sa main se fut arrêté par 2 autres singes qui lui bondissaient instantanément dessus. Ces 2 nouveaux assaillants lui mordirent dans les mains et lui brisèrent 2 doigts. Le reste de la tribu lui sautèrent très rapidement dessus et mordirent aléatoirement sur le voleur. Très rapidement, sa main droite n'avait quasiment plus de doigts. Sa cage thoracique était percée, son nez arraché, ses yeux crevés et son entrejambe croqua rapidement sous les dents du plus gros individu. Pendant que le voleur se faisait mutiler de la sorte, son collègue responsable du zoo arriva pour fermer la porte des babouins et s'assit tranquillement sur un banc afin d'admirer le reste du spectacle. Tiens, tu es réveillé? J'ai du mal faire mon dosage de morphine. Tu dois sûrement te demander qu'est-ce qui se passe ici et comment ai-je atterri ici. En temps normal, je ne me serais pas donné la peine de répondre à tes questions. Mais bon, j'ai quelques minutes devant moi et ça fait longtemps que je n'ai pas eu quelqu'un avec qui discuter pendant que je suis en train de faire cela. Nous sommes dans un ancien bunker. À qui appartenait-il? Alors là, je n'en ai aucune idée, très franchement, je m'en fiche royalement. Comment as-tu atterri ici? C'est tout simple. J'ai été trouvé devant une boîte de nuit. Il était à peu près 2 heures du matin. Tu étais tellement saoul. Le simple fait de te ramasser et de te mettre dans le coffre de ma voiture, tu t'es immédiatement évanoui. Et figure-toi que tu tombes bien. J'avais vraiment besoin de quelqu'un en ce moment. Ça faisait trop longtemps que je n'avais pas travaillé et je commençais à manquer de produits. Oui, tu dois aussi te demander pourquoi tu n'arrives pas à parler. Tu vois le bocal derrière moi? C'est ta langue qui est dedans. Je te l'ai enlevé.
Bien sûr, je ne pensais pas que tu te réveilles, mais c'est une petite précaution que je fais à chaque fois. Un genre de petite collection, si tu préfères. Laisse-moi t'expliquer quelques petits secrets dans le domaine médical. Tu te doutes bien sûr que les grands hôpitaux du monde entier réservent toujours les dons d'organes à tous leurs clients VIP qui ont les moyens d'en payer 150 à la minute. Mais t'es-tu déjà demandé d'où venaient ces organes en question, qui pullulent en masse quand un VIP en a le plus besoin? Ils viennent ici et là, à travers le monde. Et c'est là que moi j'entre en scène. Je fournis un grand hôpital en Amérique. Je préfère taire le nom, mais de toute façon, tu n'as absolument pas besoin de savoir lequel est-ce. Je ramasse des gens aléatoirement dans la rue, comme toi, des SDF, ceux qui sortent de boîtes, ou des prostituées des fois. Je ramasse ce que j'ai besoin, un cœur, des poumons, et autres bien sûr, et j'envoie ça immédiatement à mes clients. Le seul regret que j'ai, vois-tu, c'est que je ne peux pas tout prendre sur tout le monde. Comme tu vois, la place dans mon bunker est assez limitée, et mes moyens aussi. Je ne prends que ce que j'ai besoin, ma petite liste de courses personnelles, puis je me débarrasse du reste. Toi, j'avoue que tu as de la chance. Si nous avons cette conversation aujourd'hui, enfin, si tu m'écoutes, pendant que toi tu gémis, c'est uniquement parce que j'avais besoin de reins, et non pas d'un cœur ou encore moins des deux poumons. D'ailleurs, attends une petite seconde, arrête de bouger, et c'est bon. Voilà, j'ai ton petit rein droit. J'avais déjà sorti le gauche juste avant que tu te réveilles. Maintenant, j'ai terminé. Bon, allez, ce n'est pas tout ça, mais il me reste encore à l'emballer, faire la route jusqu'à mon client et recevoir mon très gros chèque. Ce n'est pas que tu m'ennuies ou quoi que ce soit, mais j'ai encore pas mal de trucs à faire comme tu l'as remarqué. Je vais donc abréger la conversation. Mais ne t'en fais pas, je ne vais pas te laisser tout seul. Est-ce que tu connais les poissons appelés lamproies? C'est un genre de sangsue, mais d'assez grande taille je dois dire. Pour une raison qui m'échappe complètement, ce bunker en possédait tout un aquarium quand je suis arrivé. Tu ne peux toujours pas bouger, mais je vais t'offrir ton dernier bain. J'aimerais bien te dire que cela sera rapide et que tu ne sentiras rien, mais étant donné que tu commences à bouger les doigts et 2-3 parties de ton corps, je peux te promettre une seule chose. Ça sera très long et très certainement très, très douloureux. Notre histoire arriva il y a peu de temps de cela à un homme que nous appellerons Charles. Il cherchait une voiture depuis assez longtemps maintenant. Avec un petit budget de 2 000 €, après avoir passé toutes les annonces possibles sur tous les sites communs qu'il pouvait y avoir dans sa région, et bien plus encore, ils tombèrent par le plus grand des hasards sur une annonce d'une voiture qui était vraiment à prix très réduit. C'était une Audi, l'un des derniers modèles. Une pure merveille, et seulement 2 000 €, pile son budget. Seulement, le site d'où provenait l'annonce lui posait un gros problème. Car voyez-vous, il l'avait trouvée sur le Deep Web, durant l'une de ses petites recherches qui lui passait le temps en soirée. Il avait peur que la voiture soit volée, ou même que l'annonce soit bidon, et qu'il tombe sur une énorme escroquerie. Mais il contacta quand même le vendeur. Après tout, s'il voit le moindre truc suspect, il n'a qu'à arrêter la vente immédiatement. Le vendeur lui répondit quelques heures plus tard. La preuve était qu'il n'était pas un bot. Il répéta rapidement le même discours que sur l'annonce. Une belle voiture, en très bon état, très récente et très peu servie. Le souci était qu'elle se trouvait à l'autre bout de la France, mais il ne pouvait pas laisser une occasion si belle. Il choisissa donc de prendre un billet de train, en espérant pouvoir faire le chemin retour au volant de sa nouvelle voiture. Il arriva sur place dans les alentours de midi. Il était pile à l'heure à son rendez-vous. Le propriétaire de la voiture arriva quelques instants après. La voiture était comme sur l'annonce.
quasiment parfaite en tout point, à un détail près qu'il avait oublié de mentionner. Le coffre ne s'ouvrait malheureusement plus, et il était impossible de voir le contenu. Le vendeur se justifia en expliquant que la clé venait de se casser dans la serrure et qu'il n'avait vraiment pas prévu de la changer tout de suite. Il baissa de 150 € le prix de la voiture afin de se faire pardonner. L'occasion était donc beaucoup trop belle. Totalement convenu par la voiture, il alla retirer de l'argent afin de la payer sur place. Pendant ce temps, le vendeur finissa de remplir les quelques papiers provisoires. 1 ou 2 signatures plus tard, et Charles repartit au volant de sa nouvelle voiture. Il n'eut malheureusement pas le temps d'arriver jusqu'à chez lui. À peine 3 heures après avoir pris le volant, il se fit arrêter sur l'autoroute. Les policiers accusèrent Charles d'avoir volé la voiture et d'essayer de s'enfuir avec. Bien sûr, il expliquait la situation calmement, leur disant qu'il n'avait pas volé la voiture, mais qu'il venait tout juste de l'acheter. Les policiers demandèrent la carte grise de la voiture, qui devait contenir la signature du vendeur et de l'acheteur, et la date de la vente, afin de prouver la bonne foi de Charles. Mais ils remarquèrent rapidement que la carte grise était fausse, et qu'il n'y avait aucune preuve de la vente. Charles fut donc mis en garde à vue, et la voiture fut confisquée. Mais la garde à vue fut de courte durée pour Charles, car finalement le vrai coupable, le vendeur de la voiture, fut très rapidement arrêté pour escroquerie, et bien pire encore. Un détail avait réussi à innocenter Charles. La transaction de la voiture s'était faite devant une banque, la même où Charles a été tiré de l'argent pour payer la voiture, et la caméra de la banque avait filmé l'intégralité de la scène. Mais entre-temps, la police avait réussi à ouvrir le coffre de la voiture afin d'y mener une fouille plus approfondie. Ils y découvrirent le corps de 2 personnes qui étaient dans des décomposition très avancées. C'est à ce moment que les policiers comprenirent que Charles n'avait pas qu'échappé à une fausse accusation de vol, mais qu'il avait bel et bien échappé à une accusation de meurtre dont il était complètement innocent, ou même pire encore, où il aurait pu en devenir la prochaine victime. Dans une grande ville, dont je préfère taire le nom, car elle n'a absolument plus besoin qu'on ressasse le passé et qu'on lui rappelle cette période morbide. La ville avait investi dans un gigantesque parc d'attractions, mais pas n'importe quel thème. Il était sur le thème du cinéma. 1 ou 2 attractions par-ci par-là, mais surtout de gigantesques sculptures et animatronics tirées des scènes des plus grands films cultes. Un grand décor noir dans un bâtiment avec quelques Terminators qui se promènent dans un champ de bataille, frôlant quasiment le réalisme. De gigantesques arbres avec un mannequin passant d'arbre en arbre, avec comme bruit d'ambiance le cri mythique de Tarzan, des films en noir et blanc. Une fausse plage de Normandie, avec quelques animatronics allongés sur le sol, tentant d'avancer de quelques mètres. Et j'en passe, bien sûr. Le parc avait construit tellement de magnifiques décors qu'il en est très difficile pour moi de tous les évoquer. Mais l'engouement général des visiteurs était focalisé sur la tour de King Kong. Le dernier film venait juste de sortir, et tout le monde voulait revoir cette scène mythique, où King Kong grimpe sur le bâtiment et se bat avec les avions avant de s'écraser sur le sol. La fausse tour de plusieurs dizaines de mètres de haut et l'animatronics représentant King Kong étaient tous les deux là, mais l'animatronics du singe ne faisait que quelques mouvements du bras. Plusieurs visiteurs eurent quelques déceptions en voyant la simplicité du manège. Mais les ingénieurs du parc n'avaient pas le choix. Un animatronics de cette taille aurait été bien trop difficile à installer s'il aurait fait plus de mouvements. Mais le drame se produisit quand même. Après les nombreuses heures que les ingénieurs avaient passées afin d'essayer de fixer l'animatronics le mieux que possible sur la tour, il s'effondra sur le sol.
Le géant singe de métal fit une chute d'une petite centaine de mètres et s'écrasa sur de nombreux visiteurs qui l'admiraient d'en bas. L'impact sur le sol fut si fort qu'ils s'entendirent dans l'intégralité du parc. Tout le monde arrivèrent sur place afin de voir ce qu'il s'était passé, et tout le monde découvrit une scène des plus macabres. Le colossal singe de métal, qui avait été reproduit à l'échelle 1/1, tua plusieurs visiteurs sur le coup, ne leur laissant aucune chance de survivre. D'autres encore étaient là, prisonniers sous l'animatronics du singe, qui continuait à gesticuler le bras, rendant le sauvetage quasiment impossible. Les ingénieurs responsables de l'animatronics arrivèrent sur place plusieurs minutes après, afin d'essayer de l'éteindre. Ils travaillèrent le plus rapidement que possible, tout en continuant à écouter le cri et les souffrances de ceux qui restaient coincés en dessous et qui n'arrêtaient pas de demander à l'aide. Une aide qu'il aurait été impossible de recevoir pour l'instant. Les témoins de la scène vous diront tous la même chose. Ils étaient là à voir ces pauvres gens qui tendaient le bras dans toutes les directions, suppliant tout le monde de venir les aider. Mais quand les ingénieurs réussirent à éteindre le singe, il était déjà trop tard pour beaucoup d'entre eux. Peu furent sauvés ce jour-là, mais beaucoup y perdèrent la vie, alors qu'à la base, ils n'étaient là que pour passer une très belle journée en famille. Le directeur du parc le ferma temporairement dans un premier temps, afin d'essayer de calmer la foule en colère, qui exigeait réparation. Après plusieurs longues procédures judiciaires, le parc dut finalement fermer ses portes définitivement. Il a tout simplement été abandonné sur place et a été rendu à la nature, qui maintenant y regagne ses droits, petit à petit. Aujourd'hui encore, vous pouvez vous promener dans ce parc. Personne ne le surveillera, et très peu osent le squatter. Car voyez-vous, on raconte que si vous y promenez la nuit, et que vous allez là où le singe s'est écrasé, vous entendrez les voix des fantômes, des anciens visiteurs qui sont là, encore présents, et qui continueront à appeler éternellement à l'aide. Cela fait plusieurs mois maintenant que j'habite tout seul chez moi. Je suis un père divorcé qui reçoit sa fille un week-end sur 2. J'essaye toujours de passer les plus beaux moments avec elle. Parc d'attractions, tout est bon à mes yeux pour gâter ma petite princesse. Et bien sûr son meilleur ami qui ne la quitte jamais, son très cher Bobo, son ours en peluche, qui est l'objet que je dois faire le plus attention à ne jamais perdre. Je n'ose même pas imaginer ce qui se passerait si j'égarais cette peluche. Et après tout, elle est tellement belle et mignonne, quand je la vois du haut de ses 4 ans, serrant son Bobo dans les bras et en lui faisant toujours plein de gros bisous. Alors que nous avions passé la journée dans un parc d'attractions, elle et moi, nous étions totalement crevés, et nous ne rêvions que d'une seule chose, passer une énorme nuit de sommeil. Comme à notre habitude, nous nous sommes prélassés dans le canapé, devant les dessins animés préférés de ma fille. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle s'endorme à côté de moi, et j'ai pu aller la mettre au lit très facilement. J'en ai profité pour regarder mes émissions pendant encore 1 heure ou 2. Rien de bien méchant, je vous rassure, mais je préfère quand même éviter qu'elle regarde cela. Après ma petite soirée télévisée en solitaire, j'ai finalement regagné ma chambre dans la plus grande des discrétions. L'un des principaux soucis de ma maison est que toutes les chambres sont situées dans le même couloir. La chambre de ma fille se trouve pile en face de la mienne, et si j'ai le malheur d'allumer la lumière du couloir ou de ma chambre, cela la réveillera directement. J'entre donc dans ma chambre dans l'obscurité et en tâtant le sol d'un pas léger. Je me demande souvent ce que je crains le plus. Faire du bruit, réveiller ma fille, ou de marcher une nouvelle fois pieds nus sur les Legos qu'elle laisse souvent traîner par terre. Mais à la place cette fois-ci, je fis une incroyable surprise.
Je marchais sur quelque chose qui me semblait être très doux, comme un ours en peluche. J'ai directement pensé à Bobo. Elle s'est vraiment endormie sans lui? Je ne voyais vraiment pas s'il s'agissait réellement de Bobo. Mais à part lui, il n'y avait aucune autre peluche dans la maison. J'ai donc décidé d'aller lui ramener dans la plus grande des discrétions. C'est à pas léger que j'ai réussi à lui déposer dans le lit, juste à côté d'elle. Je suis retourné dans ma chambre et je me suis couché directement. Après avoir cogité plusieurs minutes dans le lit afin de trouver le sommeil, j'y trouva quelque chose de très doux, blotti là dans les couvertures. S'agissait-il d'une autre peluche? Je n'avais pas souvenir que ma fille en avait apporté une autre. J'ai donc allumé ma lumière de chevet afin de voir de qui il s'agissait. Et oui, il s'agissait bien de Bobo. Et c'est là que j'ai bloqué pendant quelques instants. Je me suis dit, mais attends, j'en suis sûr et certain, elle n'avait apporté que Bobo comme peluche. Alors, qu'est-ce que j'ai déposé comme ça à ma fille dans son lit ?